Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre serial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute. Allez, Teddy, me dis pas que t'as moins de soleil au Mexique que ici dans le nord, même si aujourd'hui c'est plutôt pas mal. Je t'assure que j'ai pas de soleil du tout. Oh mince. On est avec Teddy. Salut Teddy. Bonjour Fred, bonjour tout le Comment monde. vas-tu ? Très bien, très bien. On est en live from the Mexique. Oui, exactement, depuis Terminer les interviews en direct, en présentiel. C'est ça, maintenant on est à distance, donc là depuis Santiago de Querétaro, donc qui est à 3 heures de Mexico City. Ok, alors tu as des choses à nous raconter puisque forcément tu as fait le voyage depuis Paris la dernière fois où on s'est parlé, où tu venais de vivre une nuit blanche et puis un décalage complet entre les vacances, tout ça, et puis l'idée de te retrouver là-bas au Mexique. Explique-nous un peu comment s'est passé ce voyage. Alors comment s'est passé le voyage? Donc le vol, comme les longs courriers, assez long, mais toujours agréable dans le sens où on entend beaucoup de langues différentes autour de nous, donc c'est quelque chose qui à chaque fois me fascine, que ce soit dans les aéroports ou dans les avions. Et un peu de sommeil aussi pour essayer de récupérer un petit peu avant d'arriver au Mexique. Et une fois donc l'avion atterri au Mexique, donc là on s'est dit bon, ça y est, c'est les premiers pas, et on fait la queue pour entrer, enfin pour passer l'immigration, donc le service d'immigration. Et donc là, mon premier ressenti, c'est je vois un grand drapeau immense du Mexique et je me dis bon, là voilà, j'y suis, donc là c'est cool. Et j'arrive au bureau donc de l'immigration et je présente un papier qui nous donne précédemment donc pour remplir des informations donc sur nos intentions au Mexique et où on va dormir tout simplement. Et donc arrivé au bureau, donc la dame me pose gentiment quelques questions sur qu'est-ce que je vais faire là. Donc je lui ai expliqué tout simplement que je commençais un voyage et que j'allais à Querétaro puisque j'ai un ami qui y est et on va faire le baptême de sa fille. Et je vais faire aussi du tourisme et du volontariat, tout simplement en expliquant mon voyage. Et elle m'a dit d'attendre quelques instants pour aller vérifier avec ses collègues dans une pièce derrière. Et donc, quand elle est revenue, elle m'a demandé juste si j'avais des preuves du volontariat, par exemple. Donc, je lui ai dit, il me faudrait une connexion Internet, parce que là, j'avais pas de réseau du tout. Et je lui ai juste montré des messages, échangés tout simplement avec la personne que je devais rencontrer. Et donc, elle m'a dit de la suivre dans une pièce derrière. Et avant de rentrer dans cette fameuse pièce qui est, entre guillemets, une salle d'attente, on m'a demandé gentiment de rendre mon téléphone. Donc, et sans aucune explication. Donc, je lui ai quand même demandé s'il y avait un problème. Elle a dit non, pas de souci, c'est juste une vérification de routine, un contrôle routinier. Et donc, je suis allé dans cette fameuse salle d'attente où il y avait 2-3 autres personnes qui attendaient, sans aucune explication. Et quand tu dis rendre ton téléphone, c'est leur donner ton téléphone perso dans leurs mains et toi, tu l'avais plus du tout. Exactement. Donc, en fait, là, à ce moment-là, j'avais plus mon passeport ni mon téléphone. Donc, et sans explications, combien de temps je vais attendre, qu'est-ce qui se passe, vraiment aucune info. Donc, encore, j'ai la chance de pouvoir parler espagnol, donc de communiquer, d'essayer de demander. Mmh. Donc là, dans l'attente, je demande à la personne qui m'avait pris mon téléphone, donc qui faisait tout simplement en fait la sécurité de la salle, combien de temps je vais attendre, s'il y a quelque chose que je dois fournir. Et là, on m'a dit non, il faut juste attendre, c'est tout. Bon. Donc là, en même temps, en fait, je me rends compte que je suis dans une salle où il y a des personnes qui ont des problèmes avec des passeports, des problèmes de visa, et je vois au fur et à mesure des personnes qui sont dans cette salle et qui soit ont le droit donc d'entrer dans le pays, ou soit se voient en fait éjectés du pays tout simplement. Dont par exemple, pour l'anecdote, le pilote de mon vol, qui était là en plus avec son fils, donc je pense qu'il profitait en tout cas de son vol vers le Mexique pour passer aussi quelques jours avec son fils là-bas. Donc un enfant plus de, je pense, 6-7 ans, quelque chose comme ça, et s'est vu refuser l'entrée au Mexique à cause de son passeport qui était un peu abîmé, donc ils l'ont mis dans un vol Air France direct pour repartir en France. Oh là là. Quand je vois ça devant moi, je me dis bon, ça va être un peu compliqué, mais en même temps, je me dis bon, moi il n'y a pas de problème, mon passeport est correct,
donc tout devrait bien se passer. Et donc j'attends, et après 2 heures d'attente, là j'avais des petits besoins à faire, on va dire, Mhm, normal. et voilà, je leur dis: «J'aimerais bien aller aux toilettes». Donc on me dit d'attendre, de me retenir. Bon, et je réinsiste, et là on me dit: «D'accord, on va vous accompagner dans une pièce», et en fait on m'amène dans une autre pièce qui est un dortoir. Donc de ce que j'ai pu supposer et comprendre, donc dans ce dortoir, en fait, c'est des gens qui sont entre guillemets «bloqués», qui ont eu le refus d'entrer dans le pays et qui pour l'instant n'ont pas de bon de sortie du pays. Donc il y avait une quinzaine de personnes, donc je pense issues de l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, et il y avait 6 lits peut-être dans le dortoir pour une quinzaine de personnes. Donc, et ça faisait un peu, enfin, quand je dis dortoir, ça faisait un peu dortoir de cellule. C'est-à-dire qu'il y avait une seule porte et une vitre, comme on voit dans les salles d'interrogatoire, on voit que de l'extérieur. Et on me dit d'aller aux toilettes de cette pièce-là, donc un toilette sans porte, hein, ouvert à tout le monde. Donc là, j'arrive dans ce dortoir, et honnêtement, je me croyais dans une prison d'Amérique du Sud, dans cette pièce-là. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais là?» Et je vois tout le monde qui me regarde, mais bon, je fais ce que j'ai à faire, je repars. Et 1 heure plus tard, donc ça faisait 3 heures que j'étais dans la salle d'attente. Il y a enfin une personne qui me convoque, on va discuter. Donc il me pose toutes les questions, hein, les mêmes qu'on m'avait déjà posées. Donc qu'est-ce que je veux au Mexique, mes intentions. Donc je lui explique les mêmes choses. Et il me pose des questions du genre, «Est-ce que j'ai une preuve que je vais dormir chez mon ami?» Donc je lui dis: «Bah, oui, j'ai des messages». Il me dit: «Non, mais un document officiel», il souhaitait. Et là, je lui dis: «Bah, c'est un peu absurde». Donc un document Carrément. officiel, bon après, honnêtement, face, au service d'immigration, on peut pas s'énerver, voilà, on essaie de garder son Non, il vaut mieux calme. pas. Non, bah, vaut mieux pas, parce que le but, c'est de rentrer dans le pays, donc et pas montrer de signes de faiblesse et d'agacement, d'énervement, donc vraiment rien leur donner. Donc je lui ai dit que non, j'ai que des messages, mais que s'ils souhaitaient, ils peuvent fouiller tous mes messages, il y a aucun problème. Et pareil, donc il me dit: quand est la date du baptême?» Et je lui dis: «Bah, pour l'instant, il y a pas de date du baptême». Donc là, il me dit: «Est-ce que c'est normal qu'il y ait pas de date de baptême et que vous voyagez pour ça?» Je lui dis: «Bah, écoutez, c'est comme ça, je viens justement rester quelques mois pour organiser ça». Donc voilà, toutes de petites questions comme ça, mais à ces questions, j'ai des réponses, après qui lui conviennent ou pas, mais j'avais les réponses. Et surtout, j'insistais sur le fait que j'ai des preuves dans mon téléphone, et qu'il pouvait vérifier dans mon téléphone s'il souhaitait, et il m'a jamais laissé, en tout cas, l'accès au téléphone. Et je lui ai demandé aussi si je pouvais contacter mon ami local pour le prévenir que j'étais bloqué là, et aussi pour peut-être le mettre en relation, en fait, tout simplement, pour le confirmer, en fait, mon histoire. Et donc suite à ça, il m'a demandé aussi si j'avais un vol, en fait, un vol pour sortir du pays, un vol retour. Donc je lui ai expliqué que mon intention était d'aller d'un pays à l'autre. Donc pour l'instant, j'avais pas de bon de sortie, puisqu'avec la situation du Covid, c'est compliqué de se projeter dans 4 mois quel pays pourra me laisser entrer facilement. Donc je lui ai tout simplement expliqué ça, et il m'a gentiment demandé pourquoi je voyage alors qu'il y a la situation du Covid. Donc voilà, donc il y avait un échange assez. Alors, c'était pas, il n'y avait aucune méchanceté, aucune agressivité dans les paroles de l'agent, en tout cas, mais je me sentais très chanceux de pouvoir parler espagnol, parce que j'ai vu d'autres personnes qui parlaient que anglais, et je ne sais pas pourquoi ils refusaient de leur parler anglais alors que je les ai entendus parler anglais, et aussi d'autres personnes qui parlaient ni anglais ni espagnol, et là, c'était un peu compliqué, et c'est vrai que je les ai trouvés un peu, un comportement inapproprié, en fait, avec les gens. Je trouvais ça. Enfin, parfois, voilà, c'est surtout de laisser les gens sans explication, il n'y a rien de clair, en fait, donc on attend et on sait pas pourquoi. Donc, il m'a renvoyé dans la salle d'attente, et là, je vois des allées-venues, des gens qui passent, qui sont autorisés à rentrer dans le pays, des gens qui se font éjecter, et la salle se vide, et je suis le dernier dans la salle. Donc, Et il y a quoi dans ta tête à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que tu te remets en question par rapport à tout ce voyage et tu t'élabores des idées à faire en sorte de dire bah, je remets tout en question? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta tête? Bah, honnêtement, ça a évolué. Alors, dans un premier temps, il y a comme je disais, en fait, il y a l'incompréhension, parce qu'on ne nous dit rien. En fait, on ne nous dit rien clairement, donc quel est le problème? Donc c'était d'abord l'incompréhension, ensuite un peu d'agacement, parce que le temps passe. En plus, on n'a aucun repère, parce que j'avais pas l'heure sur moi, j'avais pas mon téléphone, je peux contacter personne. Waouh!
il y a la fatigue qui s'installe Ouais. et aussi, quand je demandais l'heure, je voyais l'heure passer, je me dis: «Mais mon ami va s'inquiéter, il a aucune idée de il ne sait pas du tout que je suis bloqué là». Donc il y a plusieurs sentiments et après forcément on se dit, c'est malheureux de commencer le voyage comme ça et plus le temps passe et je me dis, «Je vais pas rentrer, sinon ils m'auraient déjà laissé rentrer dans le pays». Donc au bout d'un moment, je commençais à accepter l'idée en fait que, je vais pas rentrer dans le pays. Sur le coup, ça m'attristait et en fait après il y a aussi la peur qui prenait un peu le dessus donc je me disais: «Bon, quitte à pas rentrer, j'espère qu'ils vont me mettre dans un vol tout de suite pour repartir et non pas me mettre dans le dortoir où je voyais les gens qui étaient un peu bloqués là». Parce que il y avait un peu, alors peut-être pas de l'insécurité dans le dortoir, je pense pas, mais une certaine, un certain atmosphère, l'odeur, vu qu'il y a le toilette qui est de là aussi, je me voyais pas passer la nuit là et en plus surtout, vu le nombre d'informations qu'il donnait, c'est un peu il y a beaucoup de non-dits et du coup, je sais pas du tout, dans quoi j'allais m'engager donc il y a beaucoup de sentiments mélangés et aussi la fatigue, surtout qu'en plus, comme tu l'as si bien souligné, j'avais fait une nuit blanche la veille. Donc là, beaucoup de fatigue, un peu d'agacement, mais toujours essayer de rien montrer en fait, rien laisser paraître et être souriant, leur montrer que voilà, j'ai rien à cacher, donc voilà, essayer d'être transparent avec eux, et c'est dur parce que là, on s'agace et puis on a peur que, le voyage tombe à l'eau, en fait. Je me Mmh. suis dit: «Là, je vais rentrer en France». Je me voyais vraiment pas entrer dans le pays après, 6 heures, 6 heures et demie d'attente et là, après oui, 6 heures, 6 heures et demie, il me reconvoque et il me dit tout de suite: «Tu dois réserver un vol retour». Et là, je lui dis, un vol pour sortir du pays et donc là, je lui demande si c'est un vol pour la France. En fait, comme c'était pas clair, je comprenais pas s'il voulait que je prenne un vol pour partir là, maintenant et il me dit: «Non, ça peut être un vol pour un autre pays vu que tu vas faire ton voyage, mais il faut que tu aies une preuve que tu vas sortir du pays, en fait». Et je lui demande si c'est ça qui bloquait et il me répond pas vraiment. Non, ce que je lui ai dit, si c'était ça qui bloquait, j'aurais pu le faire il y a 6 heures, quoi, prendre un ticket. Mais voilà, j'ai pas insisté. Il m'a dit: «Non, maintenant tu prends un vol tout de suite» et je lui ai demandé, si je pouvais prendre le temps un peu de réfléchir parce que bon, on prend pas un vol comme ça sans aucune idée des compagnies aériennes, de la destination, du prix. Et il m'a dit: «Non, non, non, tu le fais tout de suite». Donc là, c'était petit coup de pression. Je me suis dit: «Bon, j'en ai marre d'être ici. Si ça peut me permettre de rentrer», parce que même là, à ce moment-là, j'ai aucune garantie, en fait. Il me dit de prendre un vol, je ne sais pas s'il va me laisser entrer, il me dit rien et donc je lui demande d'utiliser mon téléphone forcément pour réserver. Donc il partage sa connexion avec moi et là, je vois mon ami qui m'avait envoyé des messages parce que j'étais censé déjà arriver, à sa ville. Je pense que je devais arriver là-bas vers 9 heures et il était 10h30, donc il commence à s'inquiéter et quand j'ai vu les messages et les appels manqués, j'ai demandé à l'officier si je pouvais le contacter. Il m'a dit: «Non, non, 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 surtout pas». Je suis: «Bon», toujours un peu bizarre et Waouh! oui et du coup, là, il est sorti, en fait, pendant 1 minute de la salle. J'en ai profité pour envoyer un message à mon ami et lui dire, «Écoute, je suis bloqué à l'immigration» et c'est tout. Il a essayé de me rappeler, je lui ai dit: «Non, je peux pas répondre». Et quand l'officier est revenu, donc il m'a encore forcé, il m'a vraiment pressé à prendre un billet. Donc je lui ai demandé si je pouvais prendre un bus. Il m'a dit: «Non, il faut que ce soit un vol», pour X raisons. Une chose qui n'est pas forcément vraie. Si à partir du moment où on a un bus pour sortir du pays, normalement, ça doit être suffisant. Mais bon, j'ai pas cherché à entrer dans le débat Je et me doute. il m'a conseillé une compagnie. Je suis allé dessus et la première ville qui m'est passée par la tête, je me suis dit: «Dans mon itinéraire, ça serait bien le Costa Rica». Il n'y avait pas de vol pour le Costa Rica. Je lui ai demandé quelle date aussi. Il m'a dit: «Au hasard, dans 4 mois». J'ai dit: «Bon, OK, je vais prendre dans 4 mois». Oh là Et là. là, j'ai pensé Bogota, en Colombie, mais vraiment, sur le moment, c'était, voilà, pense une ville, la première ville qui te vient d'Amérique du Sud, et voilà, Bogota. Et du coup, j'ai pris un vol Bogota pour le mois de novembre, mais sans vraiment regarder le prix et tout ça, quoi. Sur le coup, c'est tu réserves et là, il me prend mon téléphone et il me dit de repatienter. Donc, je repatiente un petit quart d'heure, toujours sans information. Et là, au bout d'un moment, il revient, il me dit: «Écoute, tu peux reprendre ton passeport, ton téléphone et puis tu repasses par le bureau de l'immigration». Et en même temps, moi, je m'étais dit: «Mais ma valise, je l'ai toujours pas récupérée». Donc est-ce qu'ils m'ont dit: «Non, rassurez-vous, le service d'immigration a récupéré votre valise». J'ai dit: «Bon, très bien». Donc je repasse par le bureau, il me repose deux trois questions et là, je me suis dit: «Ils se foutent de moi, là, c'est vraiment absurde». Donc je réponds aux questions, il me tamponne le passeport. Donc là, je me suis dit: «C'est bon, je rentre au pays».
Je vais donc je lui demande en même temps la valise où aller. Il me dit non, allez là-bas, à l'endroit où il y a les valises. Et là, en fait, je vois ma valise qui est en plein milieu de l'aéroport. Donc, je me dis, bon, en fait, on aurait pu me la prendre comme ça. Et donc là, j'appelle tout de suite mon ami et il me demande tout de suite si je suis sorti du service d'immigration, si moi c'est rentré. Et je lui dis oui, oui, c'est bon. Et en fait, il m'explique que quand je lui ai envoyé le message, il a prévenu sa copine et sa copine a prévenu donc sa mère, qui est mexicaine, hein, et qui a des contacts au service de l'immigration. Donc, il a appelé l'aéroport, qui a appelé le service de l'immigration et pour confirmer donc mon histoire. Et en fait, ils lui ont dit que sans son appel, ils ne m'auraient pas laissé entrer dans le pays. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Ça veut dire que tu as, entre guillemets, entravé l'ordre qui t'avait donné de ne pas envoyer de message. Oui. Et c'est grâce à ça que tu as pu rentrer et que surtout, tu n'as pas fait de vol retour, quoi. Ouais, je pense voilà, il y a enfin, au message que j'ai envoyé, surtout du coup grâce à la mère donc de mon ami qui a appelé et qui avait un contact, et aussi le fait du coup en parallèle que j'ai réservé un vol pour sortir du Mexique, mais ils lui ont dit clairement qu'ils non, ils n'avaient pas l'intention de me laisser entrer dans le pays, chose que je me suis douté, hein, après 6h30 d'attente et quand je Oui, vois les oui. allers-retours des gens, je me suis dit il n'y a aucune raison qui me laisse entrer, surtout après. Enfin, à cette heure-là, je me suis dit, il n'y aura pas de vol retour, donc clairement, je vais rester passer la nuit à l'aéroport. C'est une vraie folie. Ouais. Sincèrement, on a partagé, on va le dire aux auditeurs, tu m'as envoyé quelques infos après avoir vécu cette aventure. Pour plaisanter, je t'avais dit, pour mettre du piment dans le podcast, je m'étais organisé avec les gens. Mais je pense même que si j'avais voulu le faire, je l'aurais pas fait de cette manière-là, ça aurait pas été aussi long. Enfin, c'est vraiment un truc, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas fait comme ça, quoi. Donc, Oui, waouh. c'est clair. Et au final, surtout, enfin, je pense comprendre que ça leur a pas plu, que je n'avais pas de bon de sortie, et surtout c'était pas clair en fait. Donc, si c'était juste le bon de sortie, enfin, une confirmation d'une sortie du pays, j'aurais réservé ça tout de suite à l'arrivée à l'immigration. C'était ça le problème. Mais non, je pense qu'il n'y a vraiment pas l'intention de me laisser entrer. Et bon, c'est comme ça. Et une fois sorti de l'aéroport, du coup, pareil, je m'inquiétais si j'avais encore un bus pour arriver à Querétaro et j'en avais encore. Donc, c'était cool. Et je suis arrivé à 3 heures au matin et mon ami est venu me chercher à l'arrêt de bus. Donc voilà, une entrée, même mon ami m'avait, on en a rigolé après, hein, mais il m'avait dit, avec la poisse que j'ai, il fallait qu'il m'arrive un truc avant que j'arrive. Et ça faisait un mois qu'il me disait qu'il va m'arriver un truc. Et je me dis non, tout se passe bien. Et bon, jusqu'à l'arrivée au Mexique. Et voilà, maintenant je suis là et c'est bien. C'était compliqué, mais je suis entré et je peux maintenant profiter. Alors, je vais faire un clin d'œil et forcément, comme je le connais, il sera en train de nous écouter quand l'épisode sera diffusé. Je vais faire un clin d'œil à Anthony, ton cousin qui nous a mis en relation, parce que lui m'a donné l'information aussi pratiquement en instantané, en même Ouais. temps que toi, sur le fait que tu avais vécu une aventure. Et il m'a fait suivre la photo que tu avais mise sur ton passeport. Il faudra forcément que tu la partages aux auditeurs Je et la aux partagerai. auditrices, mais il faut que tu racontes. En fait, cette photo, tu l'as mise sur ton passeport un petit peu en défi, mais sur cette photo, En fait, oui, on dirait un baron de la drogue. Faut dire les choses telles qu'elles sont. c'est vrai qu'on dirait le fils de Pablo Escobar sur la photo. Ah, carrément. Vraiment. Et c'est vrai que c'est parti un peu enfin, d'une blague, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant que j'étais en télétravail en Corrèze, là, en train de préparer mon voyage, et même dans le nord de la France, pendant le confinement, je m'amusais parfois à me raser, mais faire des moustaches, des barbes bizarres, ou même les coupes de cheveux, faire des choses bizarres, mais juste pour plaisanter avec mes parents. Donc, soit quand j'étais chez ma mère ou chez mon père. Et là, il y a un jour où je me suis dit, je vais laisser la moustache. Et en plus, comme j'avais les cheveux longs, c'est vrai que ça faisait un baron, un baron de la drogue. Et sauf que quand j'ai fait ça, là, la même semaine, je devais refaire mon passeport. Et je me suis dit, est-ce que je vais me raser et partir faire la photo comme ça ou bon, je me suis pour la blague autant laisser la moustache. Sauf que forcément sur les pièces d'identité en France, on peut pas sourire et donc j'ai une tête un peu en colère avec une moustache et des longs cheveux, donc on dirait un chef de cartel colombien ou mexicain. À toutes les auditrices et tous les auditeurs qui écoutent, on partagera la photo d'une manière ou d'une autre. On n'est pas encore au moment de savoir quand est-ce qu'on va diffuser cet épisode, mais clairement, vous aurez le droit de nous dire ce que vous en pensez. Mais perso, que ce soit moi ou que ce soit Anthony, hein, je te prends à partie, Anto, tu confirmeras.
mais vraiment, je te jure, le fils de Pablo Escobar, c'est sûr. Mais je tiens à rassurer tout le monde, hein, quand ils verront la photo, je j'ai pas l'air si méchant dans la vraie vie. Ah mais justement, c'est pour ça que moi, t'ayant découvert avec ta tête normale, on va dire, et en ayant vu cette photo, je me suis dit, waouh, la transformation, parce que tu ressembles pas du tout à ça dans la vraie vie de tous les jours, mais là, t'avais vraiment juste fait ce qu'il fallait, le non-sourire, le truc, le regard un petit peu avec les yeux fermés, waouh. Vraiment. Ouais. Donc je pense que ton jeu a marché, mais ça a failli te faire. Bah, surtout, en fait, pour enfin, pousser la blague un peu plus loin, c'est-à-dire que sur mon passeport, donc j'ai cette photo-là, et si on me demande de vérifier mon identité avec un autre document d'identité, sur ma pièce d'identité, j'ai les cheveux très courts et avec une longue barbe. Donc l'opposé. Donc, et les deux photos n'ont rien à voir. Donc c'est un peu Donc compliqué. à tous les voyageuses et à toutes les voyageuses, je vais bien le dire, et tous les voyageurs, ce que Teddy vient de faire là, c'est pas recommandé. Voilà, d'habitude je lui demande des conseils sur comment faire sur le voyage et tout. Là c'est moi qui vais vous balancer un conseil. Clairement, ne faites pas ça. Voilà. Après, moi, je suis parti du principe où c'est une moustache. Donc, si la personne, elle veut vraiment me bloquer à l'entrée, je me rase devant elle, je laisse la moustache et je fais un regard méchant et elle va vérifier bien mon identité. Mais non, c'est vrai que je me suis dit, c'est bon, c'est pas ça qui bloquera l'entrée dans un pays. Mais en tout cas, au Mexique, c'est pas ce qui a bloqué. C'est pas le ressenti que j'ai eu, parce qu'ils m'ont pas demandé d'enlever le masque, de vérifier mon physique ou autre. Donc, non, je pense que c'était vraiment le fait que j'avais pas de vol de sortie. Et mon histoire, en tout cas, leur plaisait pas, dans le sens où je leur ai dit que j'avais pas vraiment de délai au Mexique, j'avais l'intention de faire du volontariat, tout ça, et ça leur parlait pas trop. L'histoire du baptême non plus, alors que Oui. tout est vrai. Est-ce que ça remet en question certaines destinations, certains itinéraires, certaines idées que tu avais de ton voyage autour du monde où tu te dis c'est une aventure parmi tant d'autres? C'est une aventure parmi tant d'autres. Ça remet pas en question les destinations. Par contre, pour éviter que ça se reproduise, je vais réserver au moins un hôtel, quitte à l'annuler, mais réserver un hôtel pour avoir une adresse vraiment quand je rentre dans un pays, pour le justifier à l'immigration, et peut-être un bus, réserver un ticket de bus pour sortir du pays, ou alors je sais qu'il y a des compagnies aussi où on peut réserver un vol, mais sans vraiment réserver le vol en soi. En fait, on valide on réserve un tarif en fait. Donc ça, c'est pas une réservation du vol, mais voilà, on tient à bloquer ce tarif-là et ça se présente entre guillemets comme une réservation. Ok, donc ça c'est un bon conseil par contre à prendre, amis voyageuses et amis voyageurs. Prenez ce conseil-là de Teddy, pas celui avec la tête, tout ça, mais celui-là, oui, très bon réflexe. A priori, vu ce qui vient de t'arriver, ça peut être un bon conseil à donner, ne serait-ce que pour ceux qui nous écoutent à l'instant T et qui veulent partir au Mexique. D'ici à ce qu'on diffuse l'épisode, on ne sait pas comment les choses auront évolué, mais en tout cas, c'est un bon petit réflexe à garder sous la main, d'avoir un truc officiel quitte même si vous allez loger chez quelqu'un, d'avoir un hôtel juste pour la première nuit ou un Airbnb ou quelque chose, enfin bref, un élément justifiant, parce qu'a priori, Oui. ça aurait pu te Ça peut, porter voilà, préjudice. exactement, il y a des pays qui peuvent bloquer. Alors après, c'est un peu étonnant parce que quand j'ai fait mon précédent voyage en Amérique du Sud, j'ai jamais eu ce problème-là et avec aucun document justificatif. Et même en passant par des frontières on va dire, les plus éloignées de la vie humaine en tout cas, parce que je me souviens d'une frontière entre le Chili et l'Argentine qui était en plein milieu en plein milieu de la Patagonie, en plein milieu d'une forêt. C'était un cabanon et il y avait juste un homme dedans et j'avais aucun document. Il m'a laissé passer sans problème. Donc là, c'est un peu surprenant. Après, voilà, de ce qu'on m'a expliqué, c'est vrai qu'au Mexique, c'est un peu un transit vers les États-Unis. Donc, ils essayent aussi de limiter l'immigration qui vient d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud qui veut entrer dans les États-Unis. Mais en étant français, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Et même les Mexicains, enfin, pour en avoir parlé après ici, ils étaient un peu surpris. Donc, mais voilà, c'était un pas vers comment dire après, pour en avoir parlé avec, par exemple, donc, la mère de mon ami qui a appelé le service d'immigration, Mhm. m'a expliqué, voilà, ici, le Mexique, c'est comme ça, et il ne faut pas rigoler avec la police parce qu'il y a beaucoup de corruption, donc il faut vraiment faire attention. Et on m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment un climat d'insécurité dans beaucoup d'endroits, et il faut être très vigilant, et malheureusement, beaucoup d'endroits, la police n'est pas fiable. Donc, voilà, ça met le ton un peu, et forcément,
si on est quelqu'un qui s'angoisse rapidement, ça peut vite nous stresser. J'essaye de relativiser et de pas laisser cette onde un peu négative m'atteindre. Mais voilà, je serai prudent. Ça n'empêche pas d'être prudent. Mais faut pas non plus. Je veux pas voir le danger partout, en fait. Je veux pas voyager dans cette optique-là. J'adore ton optimisme, c'est extraordinaire. Mais très bien, c'est une très bonne idée, tu as une belle philosophie de vie. Alors, on va pas terminer cet épisode sans au moins parler un petit peu de bah, où tu es et comment se passe un petit peu le début du séjour, on va dire. Oui. Bah, alors le début du séjour était très tranquille, c'est-à-dire que la première semaine, moi, je suis arrivé, donc pour un peu situer dans le temps, donc là on est vendredi, et je suis arrivé vendredi dernier. Donc la Mhm. première semaine, donc j'ai été hébergé donc chez mon ami, donc je suis encore chez lui, et donc c'était plutôt du repos et profiter aussi de lui et de sa famille et donc de ma filleule. Enfin, du repos. J'ai appris à me lever aux heures d'un réveil d'un enfant d'1 an et demi. Donc, Ah, j'adore. c'est du repos sans être du repos. Mais voilà, non, c'est cool. C'est plutôt voilà, c'est une semaine basée sur les retrouvailles et l'acclimatation. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment réalisé encore que je suis au Mexique, puisque il est dans une résidence privée. C'est ce qui se fait beaucoup dans les pays d'Amérique latine. Mhm. Il y a beaucoup de résidences privées où donc c'est un peu plus sécurisé, il y a un garde à l'entrée. Donc c'est un peu étrange pour moi de voir ça, parce qu'on a l'impression qu'on est un peu coupé de la vie extérieure. Et c'est pas forcément la réalité. En fait, pour citer, on se croirait dans le film en fait de Jim Carrey, si ça parle à des gens, le Truman Show. Donc on dirait en fait une fausse résidence en fait. Donc c'est un peu surprenant, mais c'est agréable. Mais voilà, c'est pas le reflet de la vie réelle au Mexique, je pense. Oui. Mais là hier, je suis allé rencontrer du coup la dame chez qui je vais faire du volontariat, donc dans son hôtel. Mhm. Et là, du coup, je suis allé dans le centre de Querétaro, donc pour la première fois. Et le centre de Querétaro, donc c'est un centre donc historique, donc du type colonial espagnol en fait, donc très coloré avec beaucoup d'églises, donc très 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 charmant le centre, avec des rues piétonnes et faites de pavés encore, donc vraiment ça a beaucoup de charme. Donc je me suis pas éternisé parce que malheureusement il pleut un peu depuis que je suis rentré à cause de l'ouragan qu'il y a eu dans les environs, pas Querétaro mais le long de la côte. Et du coup, nous, voilà, on se prend un peu des orages et des pluies depuis le passage de l'ouragan. Donc, je suis allé rencontrer cette dame et c'était une rencontre très positive. Ça va être très, très agréable de faire du volontariat avec elle. Donc, elle m'a expliqué l'histoire de son hôtel, donc ce que je vais faire dans son hôtel. Et en plus, j'ai la chance donc d'avoir une chambre dans son hôtel. Donc, c'est un petit hôtel donc, il y a juste 6 chambres en fait, hein. C'est une ancienne maison coloniale et donc beaucoup de charme. Et je lui ai même dit, mais je crois que ça va être la chambre la plus luxueuse que je vais avoir pendant mon voyage. Donc c'est vraiment une chance pour moi. Et elle l'a très bien compris parce que c'est quelqu'un qui a fait un tour du monde dans les années 90. Donc elle voyait dans Excellent. mon regard que voilà, limite, je ne méritais pas ça. C'est ce que je me dis. Et elle le comprenait tout à fait parce qu'elle connaît le fait de voyager en cherchant le moindre confort possible, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle rencontre et je pense que je vais m'y plaire à travailler avec elle pendant un mois en échange du coup de la chambre et du petit déjeuner. Et j'en ai profité pour aller manger dans un petit restaurant dans le centre-ville, donc avec tous les drapeaux mexicains dans le restaurant, très coloré. Et on y mange vraiment pour pas cher. Enfin, j'ai mangé en me gavant, on va dire. Je voulais essayer un peu de la nourriture aussi locale et j'ai mangé pour 3 euros en essayant, en mangeant plus que ce que j'avais besoin. Donc, non, c'est vraiment pas cher la nourriture ici, très bonne, piquante. Il faut aimer les épices. Mais voilà, donc c'était une première journée hier qui m'a fait enfin peut-être comprendre que voilà, je suis au Mexique, j'y suis. Et j'ai hâte de rejoindre aussi donc, l'hôtel. Donc, je vais y rejoindre ce mardi, donc dans 4 jours. Et je vais y rester un mois. Et donc, j'aurai plus de choses à raconter dans le prochain épisode. Top. Et donc là, t'hésites surtout pas à nous faire des photos du centre-ville, effectivement, une fois que tu seras à l'hôtel et tout, pour vraiment nous partager cet esprit dont tu viens de nous raconter par les mots. On s'est projeté, on était avec toi. Bon, il y a le seul truc qui était
pas top, c'est la pluie, parce que si tu veux, tu peux revenir dans le nord. Là, on a du soleil aujourd'hui, donc tu es le bienvenu. En fait, Je plaisante. c'est un peu étonnant. C'est-à-dire que le matin, ça peut être très ensoleillé et on sent vite qu'il fait chaud. Dès qu'il y a le soleil, quand le soleil tape, on le sent très vite. Et d'un seul coup, tout devient gris et tous les soirs, il y a un orage avec des pluies très fortes. Waouh. Donc, c'est aussi intéressant de le voir parce que dans les rues, il n'y a pas le tout à l'égout, donc les rues sont vite recouvertes d'eau. Et donc, c'est intéressant à voir. Et puis, même bon, il y a des choses qui m'ont déjà un peu tapé à l'œil, entre guillemets. C'est la quantité d'enseignes, en fait. Donc, quand je passe en voiture avec mon ami pour aller faire des courses ou autre, il y a une multitude de publicités, d'enseignes partout. Un peu, je pense, comme aux États-Unis, en fait. Ouais. Et c'est vraiment, oui, c'est blindé, mais blindé d'enseignes, de pubs, de magasins, enfin, il y a des magasins partout, en fait, tout le temps, et la nourriture. On ne peut pas mourir de faim au Mexique parce que tous les 5 mètres, il y a un endroit pour manger. Donc voilà, c'est ce qui m'a frappé en premier. Et j'ai hâte d'en découvrir plus. Donc en étant dans le centre historique, où je vais être là vraiment au centre de la vie mexicaine, donc ça va être cool. Ok, bah écoute Teddy, vraiment merci de nous avoir fait vivre cette aventure, j'allais dire merveilleuse aventure, mais non, là on peut pas dire merveilleuse, cette aventure que tu viens de vivre, qui est aussi une aventure de voyage. Dans tes précédents épisodes, tu avais raconté certaines choses aussi un petit peu complexes parfois, mais là je pense que c'est le top du top, hein, en termes de situation particulière. L'idée c'est que on va te laisser arriver au centre historique et dans ton nouveau travail en tant que woofer, hein, pour rappeler ce terme de woofing, et de profiter un petit peu, de prendre tes marques là-bas, et puis on se refera un épisode pour que tu nous expliques comment se passe cette nouvelle vie. Très bien, ça, on en saura plus la prochaine fois en tout cas. À très bientôt. À bientôt Fred, à bientôt tout le monde. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.